Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors le titre de cette vidéo, jardiner sans travail du sol, stop ou encore, on peut le comprendre de deux façons, puisque la chaîne YouTube s'appelle Jardiner sans travail du sol. Je peux donc arrêter cette chaîne YouTube. Je peux aussi arrêter la pratique que je partage sur la chaîne du non-travail du sol. Il se trouve que si j'ai fait cette chaîne YouTube, c'était pour justement partager cette expérience de non-travail du sol. Et donc, si j'arrête le non-travail du sol, bien j'arrête également la chaîne YouTube. Avant de répondre à la question, on va faire un petit bilan de... C'est la 5e année en fait où je pratique du non-travail du sol. Et donc on va faire un petit retour arrière, on va faire un bilan un peu sur cette période écoulée. Avant de mener cette expérience, je faisais du jardinage biologique classique, c'est-à-dire, pour résumer un peu mes pratiques, je passais la grelinette tout en désherbant parce que j'ai un terrain où il y a toujours eu du lison, il y en a toujours d'ailleurs. Et donc je passais pas mal de temps à retirer le liseron tout en passant la grelinette et puis en désherbant globalement le potager. Ensuite, je passais le croc, je passais après le râteau et puis je venais faire mes semis, voilà, de façon très classique. Comme j'ai un sol qui est quand même un sol limoneux, sableux avec dominante sableuse, lorsqu'il y avait une averse, eh bien, il y avait tout de suite une croûte de battance qui se formait sur le sol, avec des difficultés pour les semis à lever. Par contre, pour tout ce qui est mauvaises herbes, ce qu'on appelle aujourd'hui les adventices, que moi j'appellerais plutôt des herbes spontanées, qui germent spontanément, eh bien là il y en avait un paquet. Bon, voilà un peu les pratiques que tout le monde, enfin que beaucoup de gens connaissent, parce que finalement c'est une pratique assez générale aujourd'hui du jardinage sans utiliser de produits ou sans trop utiliser de produits phytosanitaires. Alors j'ai commencé, d'ailleurs comme j'ai commencé la chaîne à ce moment-là, en 2020, pendant la période du Covid, c'était une période où on était assigné à résidence, où on pouvait pas faire grand-chose, aller acheter des choses pour mettre des intrants dans le jardin, par exemple. D'où l'idée quand même d'avoir un jardin le plus autonome possible. J'ai commencé donc en même temps de faire les vidéos, qui étaient des petites vidéos, d'ailleurs je les ai toutes retirées pour la plupart parce qu'elles étaient vraiment pas bien faites. Je veux pas dire que celles-là sont bien faites, mais j'espère m'être amélioré un petit peu depuis le début. Et j'ai commencé comme ça cette expérience de non-travail du sol. Et alors, si on veut, sur un plan théorique, j'étais tout à fait d'accord avec cette idée-là de ne pas travailler le sol. Alors, pour tout un tas de raisons, c'est pas l'objet précisément de la vidéo. Et je suis parti en 2020 sur une couverture du sol par un paillage important par rapport à mes pratiques précédentes. C'est-à-dire que j'ai mis des paillages qui faisaient 20 cm, quoi. Et c'était essentiellement à ce moment-là du foin, puisque j'avais quand même la possibilité d'aller chercher, lorsqu'on nous autorisait à sortir de chez nous, un petit peu de matière organique et qui était de l'herbe fauchée, et qui finalement s'est révélé pour une première année de transition pas mal, parce que le fameux rapport carbone-azote du foin est relativement équilibré, ce qui permet d'initier tranquillement, d'augmenter tranquillement l'activité biologique du sol. Et puis à l'automne, je suis venu mettre des matières beaucoup plus carbonées, comme des feuilles mortes. Alors quand je dis carboné, du carbone, il y en a dans tous les végétaux, donc ça peut prêter à confusion. Et on fait toujours référence au fameux rapport carbone-azote qu'il y a dans les plantes. Et quand on dit carboné, enfin quand moi je dis carboné, c'est qu'il y a en proportion plus de carbone par rapport à l'azote. Et puis progressivement, j'ai également mis du BRF, enfin tout ce qui résultait de la taille d'arbustes. Alors toujours soit chez moi, soit vraiment à proximité, ce que je pouvais récupérer, ce qui évitait aux gens que ça parte à la déchetterie. Et comme ça, j'ai eu effectivement des quantités de matière organique assez importantes pour faire la couverture de mon sol. Alors c'est un changement énorme par rapport à ce que mes pratiques précédentes, parce que avant j'avais 2 composteurs et toute la matière organique du jardin passait par le composteur. Y compris d'ailleurs tout ce qui était les herbes spontanées du potager, eh bien je les retirais et puis dans le meilleur des cas, je faisais un tas à côté, et sinon je le mettais au compost.
Et en fait, ça nourrissait la vie du compost et pas la vie du sol. Donc le changement énorme à ce niveau-là a été de remettre tout au jardin, au potager, sur le sol. Et puis tout ce qui était déchets ménagers également, cuisine, tout ça, dans la mesure du possible, plutôt en couverture sur le sol, plutôt qu'au compost. Bon, il reste toujours un petit peu dans un décomposteur, mais ça n'a plus rien à voir avec mes pratiques précédentes. En fait, je m'aperçois qu'avant, j'avais toujours trop de matière organique locale. C'est-à-dire, c'est vrai que quand vous taillez une haie, quand il y a toujours des quantités apparentes comme ça de matière végétale. Moi, je savais pas trop quoi en faire. Je les mettais en compost, je faisais des tas à côté quand j'en avais trop, parce que j'avais quand même intégré cette idée qu'il valait mieux que ça reste quand même pour le jardin et pour le potager que ça aille à la déchetterie. Donc ça, c'était quand même une avancée de mon point de vue. Mais j'avais pas fait la démarche de me dire, si je le mets directement sur le sol, là, je vais nourrir la vie du sol. Donc ça a été ça, je crois, premier gros changement qui fait que je suis passé d'une situation où finalement j'avais toujours trop de matière végétale à gérer, à une situation où finalement j'étais plutôt en manque, parce que il en faut des quantités quand même assez considérables si on veut nourrir le sol et également dans un premier temps relancer l'activité biologique du système. Parce que le nouveau système, c'est quoi? C'est on vient non pas nourrir les plantes avec des intrants, quels qu'ils soient, on vient simplement nourrir la vie du sol, on vient nourrir la biologie du sol. Et c'est la biologie du sol qui, elle, va nourrir finalement nos plantes. Donc c'est un système qui fonctionne un petit peu différemment. Et donc on ne travaille pas le sol parce que on considère, comme moi j'ai regardé quand même pas mal de choses sur vers de terre production, et comme le dit Konrad Schreiber, eh bien il faut pas casser la baraque, il faut pas casser la maison des bestioles qui vivent dans le sol. À partir du moment où on est convaincu de ça, il y a une règle d'or qui s'impose et qui est tout simplement, on ne va plus travailler le sol. Même pas gratouiller en surface ou faire des systèmes intermédiaires qui, de mon point de vue, sont de toute façon la double difficulté, parce que on va avoir quand même travaillé. Prenons un exemple, prenons l'enherbement. L'enherbement, si on gratouille en surface, on va lever la dormance des graines qui sont dans le stock de graines du sol qui est immense. Et à chaque fois qu'on gratouille, eh bien, on ramène à la lumière, on favorise la levée de l'adventisme. Alors, c'est pas une question de dogmatisme ou d'extrémisme par rapport à ça, c'est simplement une question de cohérence par rapport à un système où on veut aller sur un système cultivé, où on se rapproche, où on utilise en tout cas les mécanismes de la nature, c'est-à-dire qu'on va fonctionner par biomimétisme. Même si théoriquement j'avais pas de souci avec ça, ça n'empêche qu'en pratique, il y a forcément des problèmes qui se posent quand on veut cultiver, surtout que moi j'avais quand même une expérience, on va dire, de jardinage traditionnel, donc je passais du jardinage traditionnel au jardinage sans travail le sol, et il fallait que j'abandonne tous les outils que j'utilisais avant. Donc la grelinette, je l'utilise plus, sauf pour planter les poireaux. Le croc, je crois bien que je l'ai pas réutilisé depuis. Le râteau, ça peut m'arriver de l'utiliser pour retirer la matière végétale lorsqu'il y en a trop. Voilà, donc on change complètement de logique. On n'est plus du tout dans le même paradigme. Un paradigme, voilà, un système de méthode, de pensée. On change vraiment de paradigme. Alors, fin 2020, je charge le système en matière carbonée, c'est-à-dire de la feuille morte, que je mets toujours en surface. Je n'ai jamais incorporé dans le sol, même comme ça se fait parfois pour la première fois. Non, non, j'ai tout mis en surface. Donc peut-être que le phénomène, l'amélioration se fait de façon un peu plus lente, mais au moins j'avais une vue sur disparition ou non de la matière organique, parce que on est renseigné par l'observation. On voit bien si ce qu'on a mis disparaît ou pas. Et c'est vrai qu'au début, quand je mettais des matières très carbonées comme du BRF, où il y avait des petits morceaux de bois, en 2021, voire même jusqu'en 2022, je retrouvais ces morceaux, et donc je me disais, finalement, ça disparaît pas vite. Et on s'aperçoit qu'il y a une période d'installation de la biologie, c'est-à-dire des bestioles, des champignons, de tout ce qui va constituer notre système.
et qu'il faut une phase d'installation. Ça prend un peu de temps, mais à partir du moment où c'est enclenché, ça va très vite. Je m'aperçois par exemple, je sais pas si vous voyez dans mes vidéos, je mets souvent des petits bâtons qui me servent moi à éviter de mettre des filets pour simplement éviter que les merles viennent gratter un peu partout. Bon, ça les empêche pas de gratter un peu, hein, mais ça limite quand même les dégâts par rapport aux plantations que je fais. Et ces petits bouts de bois qui au début étaient des tailles de bignonne et qui me faisaient 2-3 ans, en une année maintenant, ils sont quasiment bouffés par le pied. Et même je mets maintenant souvent des morceaux de bambou. Et les morceaux de bambou aussi, ils finissent par... ils disparaissent moins vite hein, quand même, mais on voit bien que les extrémités commencent à être attaquées par les champignons. Ce qui nous montre quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on a installé une forme de biologie dans le sol et qu'on lui donne à manger, eh bien, elle va se développer et elle va être de plus en plus performante. C'est donc un peu le fil rouge là que j'ai suivi au niveau de l'apport de matière organique. Donc de la matière organique, essentiellement carbonée, et rien d'autre. Hein. Pas d'intrants, pas... voilà. Donc là, c'est vraiment le système où on se passe de tous les intrants, où on mise à fond sur la biologie du sol. 2021 était une année compliquée, avec une année humide, avec pas mal de mildiou. Ce que j'ai constaté, moi, dans mon système, où je paillais beaucoup plus que ce que je faisais avant, c'est qu'effectivement, j'avais beaucoup de gastéropodes. Bon, ça, je savais pour l'avoir lu, et que lorsqu'on arrive avec des gros paillages comme ça, évidemment, on fournit le gîte et le couvert aux gastéropodes, et donc ils ont tendance à se multiplier, surtout si les conditions sont favorables. Alors j'ai eu, même si je m'y attendais, même si j'ai utilisé un petit peu de phosphate ferrique, mais sans doute si je refaisais les choses, dans certains cas j'en utiliserais un peu plus, de façon transitoire, parce que la pression à ce moment-là peut être vraiment quand même très forte. Je sais que j'ai eu je me rappelle par exemple d'une planche de haricots où les haricots avaient quand même poussé, mais où c'était ravagé, c'est-à-dire les haricots ils étaient à moitié mangés, enfin bref, c'était assez affolant. Je pouvais trouver 30-40 limaces dans une tête de salade, donc c'était quand même un petit peu compliqué, et ça pourrait, pour des gens qui se lancent comme ça dans l'expérience, être un petit peu décourageant, mais il faut s'accrocher. En 2021, je fais aussi ma première expérience où j'avais couvert à l'automne avec des feuilles mortes, donc occulter la lumière de façon à ce qu'il n'y ait pas d'herbes spontanées qui poussent. Et au printemps, j'ai semé ce que je faisais précédemment, mais j'avais pas un très gros succès dans cette planche qui était ma planche de primeur, où en fait je fais des radis, des carottes, de l'épinard, de la roquette, des navets, des laitues à couper également, où j'essaie d'avoir un système où les légumes viennent les uns derrière les autres, hein, donc où il y a une association qui dans le temps fonctionne assez bien. Et j'avais toujours des problèmes auparavant parce que je passais les 3/4 de mon temps à désherber cette planche primeur qui s'enherbait dès le semis en fait. La première bonne surprise du non-travail du sol, ça a été ça, c'était de voir cette planche primeur. Hein, je vous mets des images en même temps là qui montrent comment, en fait, les légumes que j'avais semés avaient pris de l'avance. Et puis, comme on gratouille pas le sol, eh bien, on lève il y a très peu d'herbes spontanées qui lèvent, et celles qui lèvent de toute façon sont concurrencées par les légumes qui prennent vite la place. J'ai reproduit depuis d'ailleurs cette expérience en diversifiant, en rajoutant des panais. L'année dernière, j'ai également fait des endives sur cette planche. Je rajoute également des plants de patates douces, donc je fais quand même beaucoup de choses en succession de cultures sur cette planche. Et finalement, je désherbe très peu cette planche parce que cette façon de faire empêche clairement une bonne partie de la levée des adventices, enfin des herbes spontanées. Parce que le problème quand même que rencontrent tous les jardiniers dans tous les systèmes, c'est par rapport à la concurrence. Donc ces herbes spontanées, ce qu'on appelle l'enherbement, et comment on peut gérer ça. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai compris qu'on pouvait très bien, avec cette occultation, à l'automne, au printemps, faire des planches qui soient nettoyées d'essentiel des herbes spontanées, donc on n'a pas trop de problèmes d'enherbement avec ce style de méthode. Ça m'a tellement encouragé que j'ai fait tout un tas d'expériences de semis-directs, dont certaines n'ont pas été particulièrement réussies. Je testais un peu à tort et à travers, et l'idée c'était de semer sous un léger paillage, hein, voire par exemple sous du gazon
de la tonte de gazon par exemple. Et en fait, ça dépend aussi des conditions météorologiques. Parfois ça peut marcher, parfois ça marche moins bien. Et de toute façon, ce genre d'expérience m'a montré qu'on utilisait quand même beaucoup de graines pour réussir des semis comme ça, plus ou moins à la volée, sous couvert végétal. Donc je suis plutôt revenu à quelque chose qui serait de faire des lignes, donc de maîtriser un petit peu les semis que je vais faire, même si je continue à l'idée de les faire sous, alors soit sous terreau comme je fais pour ma planche primaire, soit sous un léger paillage. Alors il y a des légumes pour qui ça fonctionne très bien, comme par exemple les pois, les fèves. Les fèves, je les fais toutes comme ça, sous paillage. Je creuse pas le sol, hein, je mets directement du paillage par-dessus. Les haricots, ça marche bien. Donc les grosses graines, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Pour les petites graines, c'est variable, c'est aléatoire et ça consomme quand même beaucoup de graines. Alors finalement, j'avais quand même choisi pour l'essentiel de faire du repiquage, parce que là, au niveau repiquage, il n'y a pas de problème pour ne pas travailler le sol, hein, il suffit de venir d'écarter le paillage lorsqu'il y en a, et puis on plante nos légumes. Autre façon de lutter contre l'enherbement, c'est la densification des légumes. Donc ça, j'essaie de faire assez dense. Alors des fois même c'est un peu trop dense. Bon, il faut trouver la bonne densité de façon à ce que les légumes occupent tout le terrain et qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de place, trop de place pour ces plantes, pour ces herbes spontanées. Une autre pratique que j'ai changée complètement et qui c'est difficile en fait dans la tête, hein, de basculer sur ce genre de nouvelles pratiques quand on a tout un passé comme ça de jardinage classique qui est le désherbage où on arrache ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Comme ça, eh bien, on se dit, oh là là, faut pas que je les remette sur le sol parce que elles vont reprendre très facilement, ce qui est vrai. Hein. Vous les arrachez, certaines, il suffit qu'ils viennent, que ce soit un petit peu humide et même sans, elles sont capables de se réinstaller. Et donc, c'est pour ça aussi précédemment, je retirais ces herbes et je les envoyais au compost. Maintenant, ce que je fais, je ne les arrache plus, je les coupe au ras du sol. Ça me permet comme ça aux légumes à côté de prendre la place, hein, et puis d'une certaine façon, je les traite un peu comme des couverts permanents, là, les herbes spontanées que je viens couper comme ça. Alors l'avantage de cette méthode, il est énorme, mais en fait on ne le perçoit pas au départ parce qu'on a une vue aérienne, hein, on voit ce qu'il y a au-dessus du sol, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Et il faut savoir quand même que les plantes, hein, c'est à peu près 30% de la masse, de la biomasse, hein, qui est dans les racines en moyenne. Et donc, si vous laissez les racines dans le sol, eh bien vous amenez directement de la matière végétale, la nourriture pour la vie du sol. Et en plus, il y a un effet sur la structure du sol parce que le réseau racinaire, il structure également le sol. Et donc c'est une façon d'aller mettre de la matière organique assez loin en profondeur, ce que font aussi les vers de terre qui mélangent les horizons. Mais là, les plantes sont vraiment excellentes à ce niveau-là pour justement ne pas travailler le sol, mais quand même amener de la matière organique en profondeur. Voilà en gros les pratiques qui ont changé, hein, qui étaient très importantes pour fonctionner dans le nouveau système. Et alors, 2021, des choses qui marchent, des choses qui sont difficiles avec les gastéropodes. Bon, en 2024, on a retrouvé une situation à peu près équivalente. Encore qu'en 2024, finalement, en début de printemps, j'ai pas eu trop de soucis. C'est plutôt après avec mes cucurbitacées. Mais bon, donc je sais que les gastéropodes, de toute façon, ils sont présents dans le système. Moi, je les vois un peu, faut avoir un peu la même réflexion que pour les herbes spontanées. Si elles sont là, c'est qu'il y a un besoin par rapport aux gastéropodes. C'est plutôt un signe de bonne santé. Maintenant, il y a des moments où ils sont vraiment trop nombreux et où il faut intervenir quand même contre eux. Et en fait, les gastéropodes, c'est un problème, on va dire, qui existe depuis que le jardinage existe. C'est pas si terrible que ça, de mon point de vue. Ce qui m'a plus fait souffrir et que j'avais pas forcément anticipé, c'était bien les oiseaux, les merles en particulier, qui trouvent que c'est vraiment l'endroit idéal, un potager sans travail du sol, avec une couverture végétale, avec des vers de terre qui remontent là-dessous, qui font leur boulot.
forcément, il y a le garde-manger aussi pour eux et ils viennent gratter. Donc eux, ils font un certain travail de sol, de surface. Et donc j'étais amené parfois à remettre des filets, ce que j'aime pas, mais bon, ou à mettre ces petits bâtons là qui font aussi bien éloigner les oiseaux que les chats. Bon après, les chats dans un système non travaillé, ils sont beaucoup moins gênants parce que ce qu'ils aiment, c'est voir de la terre bien, voilà, pour faire leur petit caca et dans un système sans travail du sol, il n'y a pas trop. Alors des fois dans la matière végétale, ça peut quand même les attirer. Donc c'est plutôt les oiseaux. Et là, j'ai été amené quand même à mettre, par exemple, parfois à l'automne, quand je mets des grosses épaisseurs de feuilles mortes, je mets une grille par-dessus, une petite grille pour protéger simplement que tout s'envole pas et que tout soit pas éparpillé. Ça m'est arrivé aussi sur la première année où j'ai fait des pommes de terre sous couverture plus ou moins de foin et d'autres matières, où là, en fait, ça avait été éparpillé, puis j'en avais pas mis assez aussi, et donc j'avais des pommes de terre, des patates qui avaient verdi, et bon, ça n'avait pas été très concluant la première année. Donc on apprend aussi au fur et à mesure, et ça a été 2021, 2020, 2021, 2022. 2022, c'est aussi la sécheresse, c'est aussi les chaleurs énormes. Alors il faut dire que je suis dans un environnement urbain, ce qui fait que même si mon potager c'est un petit écrin de verdure, ça n'empêche que tout autour, bien s'il y a du béton, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'onde de chaleur. Et en été, les pointes de chaleur, c'est quand même un gros souci. Donc là, ça a été un gros souci, ce qui m'amène à réfléchir d'ailleurs sur des aménagements possibles pour ombrager lorsqu'il y a ces très grosses températures. Mais globalement, j'ai pas eu trop de soucis en 2022. J'ai réussi quand même à faire à peu près tout ce que je voulais faire, même sur. Il y a eu quelques tomates qui ont grillé. J'ai un pommier qui a aussi malheureusement grillé, des choses comme ça. Mais voilà, qui étaient dues à cette situation météorologique particulière, même si peut-être on aura ça de façon beaucoup plus régulière maintenant. En 2023, j'ai eu par contre l'impression que mon système, il fonctionnait vraiment très très bien. C'est-à-dire que je trouvais que ça performait sur pas mal de choses. Alors cette fameuse planche primeur que je fais, là où j'ai ensuite remis des endives et des panais, et finalement elle a été très productive, mais également d'autres planches comme celle où j'avais fait les maïs et les haricots. Dans l'ensemble, 2023 a été vraiment une très grosse année, y compris sur les aubergines, les poivrons, les tomates, où j'ai eu quand même là la surprise, la mauvaise surprise de voir la noctuelle de la tomate arriver. Donc ça, bon, voilà, ça c'est le fait de travailler ou pas de travailler le sol ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Il faut attendre qu'il y ait un nouvel équilibre qui se recrée et ça peut prendre du temps, hein. L'idée dans cette expérience, c'était de faire aussi bien que ce que je faisais avant. Donc là, à ce niveau-là, je pense que j'ai même réussi à refaire des légumes que je faisais plus parce que c'était mal les carottes, j'avais énormément de mal, c'était difficile. Maintenant, j'ai quand même pas toujours, hein, mais j'ai quand même des résultats de temps en temps. Je fais du céleri rave, je fais des légumes que j'avais du mal à faire, comme tout ce qui était aliacé, y compris poireaux. Alors poireaux, comme en plus je fais tout, c'est-à-dire je n'achète aucun plant, je fais tous mes semis. Donc du coup, la difficulté des fois vient du fait que mes plants de poireaux, j'ai un peu de mal à sortir des plants de poireaux qui soient à la bonne taille au moment où il faut les repiquer. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à venir, mais je vois quand même que globalement, mon système s'est quand même sérieusement amélioré. Je pars d'un système qui est un système sablo-limoneux, donc rétention en eau très faible. Et dès qu'il y a de la chaleur, ça sèche, plus l'effet d'onde de chaleur de la ville. Enfin bref, donc je pense avoir installé un peu, ça reste toujours un système qui prend la chaleur très vite. À partir du moment où on met de la matière organique, que ce soit en surface ou on améliore le taux de matière organique, ce qu'on appelait l'humus, dans le sol, on crée des espèces d'éponges qui viennent atténuer un petit peu le problème. On va pas avoir l'équivalent d'un sol argileux qui est capable d'avoir une réserve utile d'eau considérable, mais on peut améliorer les choses.
Et puis, ce qui joue aussi, le fait aussi d'amener des matières carbonées qui ont permis aux champignons de se développer, et puis aux mycorhizes de s'installer avec les plantes. Ce que je constate d'ailleurs quand je repique des plants, il y a souvent une période où ça se passe moyennement, où ça végète pas mal, et puis on sent à un moment donné qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que la plante est connectée au système et elle se met à pousser vraiment très très vite. Alors bon, c'est vrai un peu dans tous les systèmes, mais l'intérêt des mycorhizes, donc des associations champignons-plantes, alors j'en ai parlé de multiples fois, j'en reparle quand même parce que il me semble que c'est un des gros avantages d'un système sans travail du sol, puisqu'on vient pas casser le réseau mycélien. Et ça, c'est très fragile. Et dès que vous faites, que ce soit du labour, de la grelinette ou quoi que ce soit de travail du sol, vous abîmez ce réseau-là. Donc ce réseau, il existe si vous travaillez pas de sol. Les plantes, si vous ne surfertilisez pas non plus, parce que on va faire un petit point quand même là-dessus. Comme je l'ai dit, je n'amène pas d'apport extérieur, hein, je n'amène pas de fumier, même pas, j'amène de la matière organique. Et quand on amène directement des éléments, alors que ce soit des éléments sous forme minérale ou que ce soit sous forme organique, hein, ce qui est mieux, hein, sous forme organique quand même, mais les plantes, elles ont tout à disposition, donc elles n'ont pas besoin de se lancer dans cette relation avec le champignon, c'est-à-dire de faire une mycorhize, parce que en fait, c'est un peu la mycorhisation comme une plante qui va crier à l'aide. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et le champignon est capable de lui donner. Le champignon, lui, il a besoin qu'on lui donne des sucres. Donc il y a cet échange entre la plante et le champignon. Et le champignon, du fait de son réseau mycélien très étendu, est capable d'aller chercher alors soit des éléments minéraux, soit par exemple du phosphore qui se déplace pas très bien dans le sol, soit d'autres oligo-éléments qui sont nécessaires à la plante. Et il est même capable d'attaquer un peu la roche-mère. Enfin bref, il y a des avantages évidents aux plantes mycorhizées, et ça ressort de toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Et un système sans travail du sol, effectivement, vous touchez à rien en dessous. Donc, vous venez mettre vos plants, vous venez retirer une carotte de temps en temps. Donc, vraiment, vous limitez au maximum les effets sur le sol. Et donc, vous favorisez tout à fait l'installation des champignons, des mycorhizes et des services qui vont avec. Et un des services, non des moindres, est que la mycorhisation protège plus ou moins contre les agressions, les maladies. Voilà, ça fait des plantes en bonne santé. Alors, c'est pas pour ça que c'est à 100%, vous allez passer à travers le milieu, à travers des petites calamités comme ça, parce qu'on a des légumes aussi qui ont été tellement améliorés, légèrement trafiqués par l'homme, que ils sont pas forcément toujours très adaptés à certaines conditions du climat ou du milieu. Mais globalement, les plantes se portent beaucoup mieux lorsqu'elles sont mycorhizées. Alors vous voyez quand même que dans ce que je dis, vous dites il va pas arrêter de travailler le sol. Effectivement, je vais continuer parce que j'ai eu un peu l'impression dans cette espèce de petite aventure là que j'essayais de partager justement à travers mes vidéos, de découvrir énormément de choses que j'ignorais, ou alors que je savais que bon, j'avais lu des choses, etc. dessus, mais là, quand vous faites les choses, là, vous constatez de visu ce qui se passe, et c'est vraiment une expérience intéressante, et je ne reviendrai absolument pas, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Déjà, j'ai trouvé un avantage qui est que j'ai beaucoup moins mal au dos, hein, parce que je suis beaucoup moins penché à faire mon petit désherbage et tout. Bon, ça m'arrive hein, de temps en temps quand même, mais là, à ce niveau-là, j'ai gagné quelque chose. Puis je constate que le système, dans certains cas, performe. Après, bon, j'ai pas de temps en temps, j'ai encore des petites galères, comme tout le monde, hein, mais il y a encore des choses qui, de mon point de vue, sont pas satisfaisantes. Mais globalement, je pense que mon système, là, il fonctionne pas mal. Donc un système à base de paillage, donc de matière végétale morte, hein, qui est assez efficace. On peut très bien se débrouiller avec ça. Bon, vous voyez, les maraîchers qui font ça, ils font ça avec des bâches, etc. Mais c'est un peu le même système. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que j'amène quand même un peu
matière, des feuilles mortes, bon, autrement elles partiraient à la déchetterie, donc je les prends, mais elles viennent pas de chez moi. Et donc j'aimerais bien arriver à un peu plus d'autofertilité, c'est ça qui me semble important. Alors il y a certaines plantes comme le maïs par exemple, hein, où quand on restitue après avoir prélevé les grains, il n'y a pas besoin de rajouter de fertilisation derrière, il y a suffisamment à manger pour la vie du sol. Les fèves, c'est pareil, hein. En plus elles fixent l'azote de l'air, donc les légumineuses en général. Et puis dans le cas des fèves, il y a quand même pas mal de matière végétale également, pas mal de biomasse. Donc je suis plutôt à la recherche de plantes, hein, de légumes qui peuvent fournir de la biomasse, mais dans les légumes, mis à part quelques exceptions, souvent la biomasse restituée est quand même relativement faible. Et donc l'idée d'améliorer encore le système, de mon point de vue, serait d'aller plutôt vers alors je vais pas appeler ça des couverts permanents parce que dans un petit potager, il faut dire aussi que mon potager est petit. Ça veut dire aussi que si on fait du couvert, si on fait du couvert permanent, on peut cultiver des légumes avec. Si on fait des couverts temporaires, ce que certains appellent l'engrais vert, mais bon, moi je préfère parler de couverts temporaires parce qu'on va les laisser pousser jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade de la fleur un petit peu avant la graine. C'est là où elles vont avoir le meilleur rendement en biomasse et amener du carbone au sol. Ces couverts-là, ils vont bloquer une surface pendant une demi-saison. Si c'est des couverts d'hiver, c'est les couverts d'été. Et donc, améliorer son sol, si on a beaucoup d'espace, tout à fait, c'est tout à fait possible. Ce que font certains maraîchers, ils vont faire une espèce de rotation, il va y avoir des couverts et ensuite ils vont faire des légumes. Dans un petit potager, il faut savoir quand même que la majorité des gens ont des petits potagers. Je crois que la moyenne, c'est autour de 25 mètres carrés. Donc, même si moi, je considère que c'est un petit potager, parce que je vais avoir, avec tout ce que je fais à côté, à peu près 50 mètres carrés, ça reste, de mon point de vue, un petit potager. Et je tiens à ce qu'il y ait toujours des légumes, en fait. Donc, c'est difficile de faire des couverts en même temps. Mais je vais renouveler des expériences pour essayer, par exemple, de faire mais alors plutôt en ligne, pas faire des semis à la volée comme j'ai fait, quelque chose d'un peu plus structuré pour mettre un rang de légumes. Par exemple, je sais pas, je vais prendre du trèfle incarnat, de la facélie, de la luzerne. Je vais tester des choses cette année par rapport à ça et voir un peu comment tout ça réagit. Alors bon, c'est peut-être, je vous ferai découvrir ça dans mes futures vidéos, mais je suis un peu sur cette idée comme ça d'essayer d'associer, parce que les associations, que ce soit entre les légumes d'ailleurs ou avec des plantes comme des légumineuses, vont amener quelque chose. Elles vont prendre un petit peu des ressources que s'il n'y avait pas cette plante. Toutes les expériences montrent que si on fait par exemple une association qui fonctionne bien, on va augmenter peut-être de 30%, peut-être de 40% le rendement. C'est ce qui ressort de pas mal d'études qui ont été faites sur ce sujet-là également. Je vous renvoie à la chaîne Vers de Terre Production où il y a énormément de choses intéressantes. Et donc j'essaie d'un petit peu d'adapter ça à mon potager. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, c'est clair, qui est le non-travail du sol. Maintenant, les gros paillages que j'ai fait, la transition que j'ai faite vers ce nouveau système, je pense que parfois c'est peut-être plus simple de partir sur des couverts, d'avoir des plantes qui donnent énormément de biomasse et qui vont tout de suite structurer le sol par les racines et amener beaucoup de biomasse. C'est une autre façon de faire une transition vers le non-travail du sol. Parce qu'un dernier point que je voudrais aborder par rapport à ça, c'est quand on veut commencer le non-travail du sol, plutôt que d'arrêter comme moi je l'ai fait, si on n'a pas de potager, si on a juste un espace, une prairie, un gazon, donc si on part sur du neuf en quelque sorte, il y a quelque chose qu'il faut pas faire, c'est de commencer par travailler le sol. Ça c'est l'erreur qui est souvent conseillée d'ailleurs même pour des gens qui ensuite disent ne travaillez pas le sol derrière, mais non. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un système gazon, prairie, il est déjà structuré, il y a déjà de la vie dans ce système, et ce que vous allez faire, vous allez tout casser, quoi. Et après, il va se passer quelque chose qu'on peut constater quand on arrête de travailler le sol dans un système travaillé, c'est le compactage.
Alors moi, j'ai un sol, comme je disais, où il y a une dominante sableuse, ce qui fait que dans ces sols, le compactage est moins important, il y a plus d'air du fait de la granulométrie qui est plus grosse. Mais par contre, si vous avez un sol en argile ou des choses comme ça, dès que vous arrêtez de travailler du sol, tout se compacte, hein. C'est un peu comme un soufflet qui retombe. Et donc on est amené, quand on travaille le sol, à retravailler le sol, parce que c'est la seule façon d'avoir une structure temporaire qui fonctionne pour les plantes. Mais si vous passez dans un système de travail du sol, autant partir directement sur quelque chose qui est déjà fonctionnel à ce niveau-là. Maintenant, si vous avez déjà un potager, c'était mon cas, vous allez certainement avoir un petit peu de compactage. Moi, je ne l'ai pas trop senti, mais si vous avez des terrains argileux, dans ce cas-là, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas commencer par faire un couvert végétal massif, en choisissant donc des végétaux qui donnent beaucoup de biomasse, et pour améliorer le sol, pour faire des racines qui descendent et qui vont rester dans le sol et donc constituer un début de structure. Et puis, avec ce que vous allez ramener en biomasse en surface, vous allez commencer à nourrir la vie du sol. Donc il y a certainement beaucoup d'itinéraires possibles pour aller vers le non-travail du sol, mais pour ce qui me concerne, j'ai donc fait de cette façon, j'en suis très satisfait, et je vais continuer, donc rassurez-vous, je ne vais pas arrêter le non-travail du sol. Et puis pour ce qui est de la chaîne, bien ma foi, tant que je suis motivé pour partager cette expérience, pour l'instant ça me plaît bien aussi, j'y passe à la limite plus de temps à faire mes vidéos qu'à aller travailler au potager, eh bien je continuerai également. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien.